Bonjour, bienvenue à cette rencontre qui réunit donc Emmanuel Lambert et Marie-Hélène Lafont autour d'un thème, le désir. Quelques mots de présentation. D'abord, Emmanuel Lambert, vous êtes tout simplement la commissaire de l'exposition Giono. Vous aviez déjà œuvré à une autre grande rétrospective ici même en 2016 consacrée à Genet, c'était Genet l'échappée belle. Et vous êtes aussi écrivain, vous avez publié plusieurs romans, La désertion chez Stock en 2018. Et cette année, vous avez fait paraître chez Stock toujours un essai qui a obtenu le Femina, Giono Furioso, que vous avez entrepris d'écrire alors que vous terminiez la préparation de cette exposition. Marie-Hélène Lafont, vous êtes écrivain, professeur de lettres classiques. Vous êtes née dans une famille de paysans dans le Cantal où vous avez vécu jusqu'à vos 18 ans. Vous avez fait paraître votre premier roman en 2001, c'était Le Soir du chien chez Buchet-Chastel. On suivit L'Annonce, notamment, Joseph, Histoire qui rassemble vos nouvelles. Et puis je voudrais aussi citer Chantier, un recueil de textes sur ce que c'est qu'écrire aux éditions Débuscla en 2015. Alors hier on parlait de la nature chez Giono, maintenant du désir. Non, il n'y a vraiment pas de petit sujet avec cet auteur. Ce thème-là, à peine prononcé, il peut se décliner en fait de plein de façons. Donc on va essayer de les aborder. Il y a bien sûr le désir amoureux qui paraît le plus évident, mais finalement il y en a plein d'autres. Il y a aussi le corps à corps avec la nature dont on parlait hier. Il y a le désir de lire, le désir d'écrire, une espèce de souveraineté dans la narration aussi, et puis aussi le désir d'être vivant qui est là, donc ça fait beaucoup. Emmanuel, comme vous jouez un peu à domicile au Mucem, aujourd'hui je voulais commencer en interrogeant Marie-Hélène. Et avant même de parler du désir, Marie-Hélène, je voudrais en savoir quand même un peu plus sur votre rencontre avec cette œuvre, avec cet auteur, en citant un passage de Giono Furioso, où Emmanuel s'adresse à Giono, puisque dans ce livre, dans certains passages, elle parle à Giono d'homme à homme. Voilà le passage. Vous avez d'ailleurs un bon nom, un nom qui n'appartient qu'à vous. Je sais sa valeur, moi qui m'appelle comme tout le monde et donc comme personne. Il sonne et il claque, 2 syllabes, une rime interne, un rêve de rondeur. Giono, c'est beau, c'est gros, c'est musical, à peine prononcé qu'on en a plein la bouche. Vous êtes une sucrerie, une pâtisserie du Piémont, les lèvres avancent et forment un rond, le haut final file longtemps à l'oreille, il dit la chaleur. Votre nom est simple, il est massif, il suffirait presque à assurer votre présence. On dit Giono et l'affaire est dans le sac. Ah oui, Giono, air pénétré. J'aimerais bien savoir, Marie-Hélène, quelle affaire est dans le sac pour vous quand on dit Giono ? Giono, d'abord, pour moi, ça sent le regain. C'est-à-dire que je lis d'abord Regain. Et je lis Regain assez tard. Hein. J'avais déjà probablement 20 ou 25 ans quand j'ai lu Regain. Je découvre que le regain, c'est-à-dire cette herbe seconde qui pousse après le foin, dans les prés, et que l'on fane, c'est-à-dire qu'on la fauche, on la retourne, on la engrange, entre le 15 août et la rentrée scolaire, je le fais quand je suis enfant et adolescente. On appelle ça faire le regain. Je découvre que ce mot de regain, dont je ne connais que cette acception, est aussi le titre d'un livre. Ça commence comme ça, pour moi, Giono, avec regain. Donc, avec le geste, avec le travail du regain, de faire le regain, et brutalement, ce mot-là, sur la couverture d'un livre de poche à la tranche olivâtre. Ça, je m'en souviens. Donc, ça pourrait être matière à livre. C'est vous dire à quel point, immédiatement, le texte de Giono fait une sorte de... jette une sorte de pont vertigineux et invraisemblable entre le monde d'où je viens et dans lequel je grandis, entre les enfances et la littérature. Bon.
Ça commence comme ça. Je lis Regain, je lis Colline, je lis Un de Beaumugne. Donc, je m'en suis rendu compte en y réfléchissant cet automne à cette affaire-là. Pour moi, pendant des années, Giono est cantonné du côté des étés éternels et violents. Et il me faudra beaucoup de temps pour découvrir l'autre manière et les autres manières, les autres Giono. Et il va rester fixé d'autant plus longtemps à cet endroit-là du monde que dans ces livres-là, il y a une place centrale, juteuse, douloureuse et jouissive pour la sauvagine. Les bêtes furtives, et ce qu'elles partagent avec les hommes. Par exemple, la source. Mordre la source. Le sanglier mord la source. Il y a là quelque chose de tellement sexué pour moi qu'il va me falloir des années pour que je puisse en faire le tour et aller ailleurs. Voilà, ça commence comme ça. C'est évidemment une déflagration quand même, c'est assez... ça tient du cataclysme, c'est très sismique quand on vient d'où je viens et quand on a eu des lectures d'un tout autre acabit. C'est très intimidant pendant très longtemps. Hein. Alors, pour continuer avec vous, Emmanuelle, et avec le début de votre essai, vous dites très rapidement, Giono, il écrit tout. Il écrit tant qu'on le croirait fou, il écrit des livres pleins, des livres qui déboulent. Est-ce que c'est quelque chose que vous avez voulu, d'une façon ou d'une autre, restituer dans cette exposition? Parce que vous abordez, vous faites une grande part à l'expérience de la Première Guerre mondiale, et c'est très très convaincant. Mais je me disais, en fait, qu'en faisant cela, vous faisiez aussi toute la place à un désir peut-être blessé, mais qui ne s'épuisera pas. Oui, c'est-à-dire, vraiment mon expérience, c'est à peu près l'opposé de celle de Marie-Hélène, puisque je suis aussi urbaine qu'elle est rurale, et donc ça a été une déflagration face à l'autre absolu. Pour moi, Giono, c'est l'opposé total. Ces livres qui sont pleins, ça rejoint ce que vous disiez sur le désir de vie. Ce sont des livres qui sont pleins de vie, les livres de Giono, mais attention, quand on parle de vie, on parle de tout ce que la vie contient en elle, y compris de puissance, de mort, de violence. Et donc, moi, ma lecture, mon interprétation, qui est une lecture aussi de son trajet, de son parcours, ancre cela dans la Première Guerre mondiale, même s'il a commencé à écrire auparavant. Ce qui est évident, c'est que chaque ligne de Giono est pour moi l'expression d'une lutte du désir de vie contre la fixité, contre l'immobilité, contre tout ce qui va enfermer la puissance. Et le paradoxe, quand on fait un livre, bon, on appelle ça essai parce qu'il faut bien l'appeler d'une manière ou d'une autre, hein, mais je ne suis pas sûre que ça soit exactement un essai non plus. Et quand on fait une exposition, on est condamné quand même à figer les choses. Et c'est ce contre quoi moi, mettant aussi mes pas dans ceux de Giono, j'ai essayé de lutter dans le livre et dans l'exposition, c'est-à-dire à la fois de pouvoir présenter une lecture intelligible pour les gens, que les gens puissent comprendre, puissent découvrir, et en même temps de ne pas l'immobiliser dans sa postérité ou dans une image trop fixée de lui, parce que ça c'est une mise à mort, parce que c'est absolument contradictoire avec cette puissance de vie qui s'exprime chez lui. C'est pourquoi il y a des embardés tout le temps dans le livre, il y en a également dans l'exposition, il y a des pas de côté, il y a des choses, on revient, on s'éloigne, il y a des documents, des manuscrits, mais il y a aussi des œuvres d'art, il y a le passé avec tous les documents biographiques, le présent avec les commandes d'artistes. Enfin, j'ai essayé, et c'est très compliqué, je trouve, quand on s'attaque à l'œuvre et à la mémoire d'un écrivain, de ne pas le condamner à la perpétuité de sa postérité, quoi. Il faut essayer de maintenir ce principe de vie, surtout quand on a quelqu'un dont c'est le moteur, et dont c'est le moteur de l'œuvre.
Alors on va reparler un peu plus tard de ce désir de vie qui est très présent. Je voulais vous faire réagir toutes les deux à une phrase très, très forte, celle qui est en exergue de votre livre, qui est « Je tuerai pour écrire ». Donc là, le désir, il est à cet endroit-là aussi. Emmanuel, est-ce que peut-être vous pouvez nous donner le contexte de peut-être de cette phrase qui est extraite du journal, nous la situer un peu, et puis après j'aimerais bien avoir votre commentaire à toutes les deux, bien sûr. Giono a assez peu tenu de journal, mais il y a 2 journaux dans sa vie, dans les années 30 et l'autre pendant l'occupation. Et alors, le journal des années 30 est assez amusant parce que il montre la vie quotidienne, et moi je trouve ça toujours très intéressant. L'écriture, c'est de la vie, il ne faut pas dissocier l'écriture de la vie. L'écriture s'inscrit dans le temps, dans les choses concrètes, dans les heures de la journée qui passent. Et chez Giono, c'est particulièrement frappant parce qu'il a vécu toute sa vie au même endroit, il a écrit tous ses livres au même endroit, et que c'était un père de famille, d'ailleurs je crois que sa fille est dans la salle, Sylvie, qui partageait tout ça, et en même temps il avait des gens à charge, et il avait notamment la famille de sa mère, il avait un oncle absolument insupportable dont il devait s'occuper, qu'il détestait. Et donc il y a cette ambivalence, toujours cette lutte sourde, et je crois que c'est le cas chez tous les écrivains et chez les écrivaines, entre la personne réelle de tous les jours et puis celle qui se projette dans l'écriture. Il y a à la fois ce besoin chez lui qui est très fort, ce besoin de quotidienneté, d'ancrage. Moi je crois réellement que sa vie de famille a permis son écriture. Je ne crois pas du tout que c'était un obstacle. Je crois à le lire et à le relire, que justement cet ancrage très, très quotidien lui a permis d'aller très loin dans cette furie créatrice. Et en même temps, il s'en plaint, parce qu'il est comme tout le monde, il voudrait pouvoir disposer de son temps, il voudrait pouvoir faire ce qu'il veut, et que quand on a des personnes à charge et des responsabilités, on ne peut pas faire ce qu'on veut. Et donc parfois il s'emporte, et il peut s'emporter avec humour, mais il peut aussi s'emporter de manière très violente, et il est parfois extrêmement sombre et dur dans les remarques qu'il a. Il parle de l'oncle, par exemple, il dit qu'il veut le tuer à coups de poing. Enfin, c'est un être qui est habité à la fois par ce qu'on pourrait appeler la douceur des jours, l'attention aux belles choses, et dans les belles choses, il y a la littérature, il y a les arts, et puis par un remous intérieur, contrarié, noir, qui va s'appliquer à tout, et en fait, l'un ne va pas sans l'autre, et on ne peut pas, je crois, choisir l'un plutôt que l'autre. Il faut toujours danser sur les 2 pieds quand on aborde cet homme et cette œuvre. Et dans le sillage de ce que vous venez de dire, Emmanuel, je tuerai pour écrire, moi j'entends ça aussi, écrire, si on veut bien sortir de la... Si on veut bien couper le robinet d'eau tiède et sortir de la fabrication d'objets livres, si on veut être vraiment dans l'écriture, c'est à la vie, à la mort. Et c'est l'épicentre du séisme vital. Et je l'ai dit tout à l'heure, je crois que j'ai employé l'adjectif sismique. Relisant Giono à haute dose cet automne, j'ai à nouveau été prise dans cette éruption volcanique. Alors, on a en effet une attention infinie et vertigineuse à la douceur des choses et à la douceur du monde, qui ne va pas, qui ne peut pas aller sans un désir éperdu d'en inscrire toute la violence, d'aller au bout de cette violence. La douceur et la douleur, ça va ensemble. Et j'ai été très sensible tout à l'heure à l'entrée dans l'exposition, parce que, en effet, il me semble qu'on ne peut pas avoir eu 20 ans à cet endroit-là sans être définitivement baptisé pour l'existence, pour le reste de la vie. Il parle de la grande plaie. Oui, dont tous les hommes de mon âge sont malades, hein, c'est ça. Hein, oui. Voilà. Et d'autant plus qu'il avait eu le père qu'il avait eu. Hein, et la guerre que l'on dit grande là-dessus, ça vous tord un homme définitivement. Et cette torsion même de l'être, c'est la torsion vitale de l'écriture. Donc, il y a le pôle de la vie, il y a le pôle de la mort, et il est constamment
comme suspendu dans un équilibre vital entre les deux. Et évidemment que ce que vous dites me semble profondément vrai, c'est-à-dire que la vie domestique, la maison, les odeurs de bonne nourriture dans la maison et les choses quotidiennes de la maison, on s'adosse, on se nourrit de ça. Et en même temps, pardonnez-moi, et en même temps c'est terrible, mais enfin, bon, quand on est dans la page d'écriture, c'est le vertige absolu. Et lui, il a dansé comme ça toute sa vie. Toute sa vie. Je suis très frappée dans votre essai. Vous mettez tout de suite, dès la page 34, vous dites des écrivains, et de Giono infiniment, ils regardent la mort de face. Ils sont traversés par les choses. Et voilà. Et voilà. Et j'aime beaucoup aussi, je ne connaissais pas ça, la façon dont il se présente. Et vous dites, Emmanuel, que c'est lui qui a probablement écrit ces lignes, 1929 pour Colline, né à Manosque en 1895, vivant. C'est lire et écrire, ne sait pas nager. Moi, je suis un peu béotienne, j'avoue que je découvre, je trouve ça magnifique, vivant. Voilà. Bon. Et si je peux ajouter juste une dernière chose, je suis tout à fait d'accord avec évidemment tout ce que vous dites sur Je tuerai pour écrire, et ça va rejoindre ce dont on parle. On peut aussi l'entendre de manière métaphorique de son œuvre, c'est-à-dire qu'il tue beaucoup de gens dans ses livres. Ça meurt à tour de bras, voilà. Ça meurt, ça assassine, ça se suicide. Et Sylvie Giono me racontait, j'aime beaucoup cette anecdote que c'est ce que vous dites sur la maison, que son père donc écrivait en haut dans son bureau, et puis quand il avait abattu le nombre de pages qu'il devait abattre, il descendait, et que Sylvie et sa sœur Aline lui disaient alors aujourd'hui, t'en as tué combien ? Et donc la vie de famille tournait autour du nombre de personnes assassinées par Giono dans ses pages, donc ça c'est quand même très, très frappant et très vivant. Ouais. D'ailleurs, Emmanuel, vous venez de dire abattre les pages, quand il en avait abattu. Alors peut-être pour reparler aussi du parcours de Giono, dans le catalogue, Jacques Mény raconte très bien ça, c'est-à-dire les différents élans d'écriture de Giono, les différentes périodes qu'on peut discerner, les renouvellements romanesques qu'il tente et qu'il tente jusqu'au bout aussi, plutôt à la fin de sa vie. Je veux dire, il ne s'arrête jamais à ce qu'il a atteint. Et Giono a vraiment là quelque chose d'un athlète. Alors les occurrences du mot désir m'ont pas interpellée, mais je n'ai pas lu toute l'œuvre. Par contre, il y a un mot qui m'a interpellée, qui revient souvent, c'est le mot de force. Il y a quelque chose de forcené chez Giono tout au long de sa vie. Est-ce que vous pouvez revenir toutes les deux sur l'ampleur de l'œuvre et aussi la dépense physique, la dépense dans l'écriture? Ce que je peux simplement dire, c'est la réinvention, c'est se réinventer. Voilà. C'est cette capacité à aller plus loin, à pousser plus loin, à déplacer la ligne d'horizon, toujours inlassablement. Alors qu'évidemment, qu'il eût été facile de ronronner, de tourner en rond et de cueillir des lauriers. C'eût été facile et dépourvu de sens, mais il ne mangeait pas de ce pain-là, cet homme. Il se réinvente et en même temps, c'est toujours déjà lui. Quand on lit les premières pages du premier livre, c'est toujours déjà lui. Tout a toujours déjà été là. Et c'est ce paradoxe qui me paraît totalement vertigineux. Voilà. Oui, et pour compléter ce que dit Marie-Hélène, je crois que ce qui est toujours déjà là depuis les premières lignes, c'est la langue. Et que donc ce qui est de l'ordre du régime de la langue ou du style, pour aller plus vite, ça va unifier tout le parcours, parce que c'est je ne sais pas comment le dire, c'est la fiche d'identité de l'écrivain. Enfin, c'est pas très joli comme métaphore, mais et ensuite les variations de l'ordre de la tambouille de l'écrivain, de l'ordre de ses recettes, les petits trucs romanesques, comment on passe d'un genre à l'autre, comment on joue avec tout ça. Il y a des écrivains qui sont dans la redite, qui fouillent toujours la même chose, qui creusent de plus en plus. C'est vrai que Giono se réinvente tout le temps, et moi je le lis comme la peur de la mort. C'est-à-dire, je pense vraiment qu'il y a, pour cet homme immobile qui ne bougeait pas, il y avait la nécessité d'être, comme poète, constamment en mouvement,
pour ne pas être figé. Parce que quand on est figé, on arrête de vouloir, on arrête de se projeter, on arrête de désirer. La vie s'arrête, oui. Exactement. Et je crois que Giono est un des écrivains pour lesquels l'écriture est une chose profondément physiologique, c'est-à-dire, on parlait d'athlète tout à l'heure, c'est un athlète de l'écriture dans le sens où il y a cette production absolument démente. Quand on voit les photos de Giono, on voit que lui-même n'était pas tout à fait un athlète. Mais dans la force de son écriture et la manière dont il empoigne, dont il abat le travail, là, il y a quelque chose de l'ordre du corps à corps. C'est un des écrivains du corps à corps. Il y a des écrivains qui sont beaucoup plus détachés, qui sont des écrivains de la contemplation. Giono, il ne s'arrête pas, il regarde très bien les choses, c'est un regardeur extraordinaire, mais il les traverse, il ne se contente pas de les regarder, il est dans le corps à corps avec les choses, et ça, je crois que c'est fondamental. Il les traverse et il est traversé, c'est ce que vous écrivez au début. C'est-à-dire que c'est de l'empoignade, c'est de l'étreinte. Et ça sue, ça sent, ça éructe, ça gicle. Et hop. Alors ce qui m'a beaucoup frappé, moi, tout à l'heure, en traversant, plus que je ne l'ai visité, hélas, l'exposition, c'est les carnets. Parce que ces carnets sont calmes, ils sont propres, les carnets. C'est incroyable. Il était doué, l'animal, pour que les carnets soient aussi propres. Ça, je n'en reviens pas. Moi, je m'attendais à ce que les carnets soient plus éruptifs, vous voyez, qu'ils gardent une trace de l'empoignade, justement, que ça gicle sur les carnets. Ça me paraît... Enfin, je vois ça, j'en reste sidéré. Hein. Il y avait probablement dans ses coulisses intérieures, sous sa peau, quelque chose qui devait toujours être en train de bouillonner, et dont un premier état était fixé dans ses carnets, mais état déjà probablement épuré pour que ça soit aussi propre. Et alors, je ne parle pas des manuscrits qui sont iréniques, vous voyez. J'avoue, mais bon, moi je découvre, hein, je suis la béotienne de l'après-midi, là, je découvre. Mais... je pense que c'est parce qu'il écrit comme il respire, Giono. C'est-à-dire qu'il y a quelque chose d'extrêmement naturel dans son rapport à l'écriture, de très immédiat et d'indispensable. Oui, il y a pas bien sûr. Le désir et la nécessité. Voilà. Sinon, on n'écrit pas. On n'écrit pas pour ouvrir le robinet d'eau tiède. Enfin, ça dépend. Il y en a qui le font. Hein. Il y en a même beaucoup. Mais c'est une autre question. Oui, voilà, c'est une autre question. C'est une autre question. Alors moi, une question que je me pose, c'est que dans la conversation, pas dans les entretiens, etc., dans la conversation, est-ce qu'il parlait comme il écrit? Ça, il faudrait demander à Sylvie, je ne sais pas où elle est. Mais elle sait. C'est la seule qui sait, en fait, s'il parlait comme il écrit. Je sais pas. C'est peut-être difficile de... Elle est là, ouais. Merci. Quelle est la question, d'abord? Est-ce que votre père parlait comme il écrit? Dans la conversation quotidienne, hein, dans parce que les entretiens, on est d'accord, c'est une mise en scène. Moi, je ne voyais pas la différence. Mais ce qui me fascinait, justement, pour parler d'écriture, c'est qu'il n'y avait pas d'interdit à la maison. Donc, on pouvait aller le déranger quand on voulait. Et surtout, on avait l'impression qu'on ne le dérangeait jamais. Je me souviens très bien, je rentrais dans le bureau de mon père après avoir tapé. Il me disait « Entre ». Il était en train d'écrire. Mais il posait immédiatement son porte-plume, sans finir sa phrase. Alors je lui disais, un peu plus grande, quand je me suis rendu compte de cet arrêt-là, je me suis dit, mais enfin papa, fini d'écrire. Il me dit, mais non, quand tu seras parti, je reprendrai ma phrase et je la terminerai comme ça, tu ne me déranges pas. Il n'y avait aucune interruption et aucun rejet. Je n'ai jamais entendu mon père me dire non, ou me dire j'ai pas le temps, ou plus tard. Non. Je ne l'ai jamais dérangé. C'est ça qui était agréable. Merci. Agé continue, quoi. Oui, naturellement. Sans effort, presque, peut-on croire. Bon. Oui, là, t'as perdu ton fil. Ouais, non, c'est pas grave, c'est pas grave. Oui, non, pour reparler peut-être de l'empoignade, il y a quelque chose qui est très présent dans le témoignage des écrivains dans le catalogue, c'est la puissance narrative aussi. Ça revient beaucoup. Emmanuel, vous parlez de la souveraineté de celui qui raconte. Yakuta Likavazovic parle d'un immense champ de force narratif.
Et lui-même, quand il reprend la rédaction du Hussard sur le toit au printemps 47, il dit « alors ça part comme le tonnerre ». Donc là, il y a une empoignade très très marquante dans l'expérience de lecture. Est-ce que vous pouvez revenir peut-être là-dessus? Est-ce que c'est quelque chose que, Marie-Hélène, vous ressentez quand vous ouvrez un livre de Giono? Mais je suis assez peu sensible à ça, moi. Très honnêtement, le Hussard sur le toit, ça me dépasse. Ça cavale trop pour moi. Moi, je cherche la langue. D'abord. Et la péripétie, au sens romanesque du terme, qui chez lui semble jaillir comme ça, et qu'il maîtrise admirablement. Hein, c'est pas du tout, évidemment, ça part pas en feu d'artifice. Hein, bon, j'y suis moins sensible que au chatoiement dru de la langue. Donc, je ne suis pas la bonne personne pour aller sur ce terrain-là. Parce que c'est pas, en fait, on parle pas des mêmes époques de la vie de Giono écrivain. C'est-à-dire qu'il y a ce dont on parlait tout à l'heure, la chose continue, qui est le style qui reste, mais il y a une façon d'aborder les livres qui évolue au fil de sa vie. Et là, ce dont vous parliez, Élodie, c'est plutôt ce qu'on va appeler, pour aller vite, la seconde période, c'est-à-dire le Hussard, le cycle du Hussard, les chroniques romanesques, où là, Giono est un professionnel de l'écriture. Et moi, ce que j'adore dans la manière dont il fait ça, c'est qu'il le fait avec une espèce d'aplomb, de désinvolture absolue, où en gros, il signifie que c'est lui le patron, que les conventions littéraires, on s'en fout, et il va faire exactement comme il le souhaitait. Donc c'est un désir de pouvoir. Moi, je le lis comme ça. Hein, c'est une interprétation, évidemment. Hein, j'assume la part subjective. Moi, lectrice, je vois ça comme un désir de pouvoir, d'asseoir le grand Giono qui revient en pleine lumière. Mais le petit Giono, qui a commencé à écrire Colline, qu'il a publié en 29, qui vient de Manosque, dont le père est cordonnier, dont la mère est repasseuse, donc qui n'est pas du tout du milieu littéraire, qui débarque à Paris, qui rencontre André Gide. Faut s'imaginer ce qu'était André Gide dans ces années-là. Enfin, je ne sais pas quel pourrait être l'équivalent aujourd'hui. C'était vraiment, il régnait sur le monde des lettres, absolument. Qui rencontre Jean Paulhan, qui rencontre Gallimard, Grasset. Ce petit Giono-là qui vient de l'atelier tout sombre de son père et puis de sa petite banque où il a lu les Grecs en étant émerveillé, évidemment, c'est pas le même. Et c'est celui auquel Marie-Hélène est plus sensible. Moi, j'ai une tendresse particulière pour lui, bien évidemment. Et c'est un désir que, à supposer que ça existe, je qualifierais de plus pur. C'est-à-dire, c'est un désir plus immédiat. C'est un désir de fusion avec la beauté. Alors que j'ai le sentiment que dans les livres dont on parle, les livres de la suite, c'est un désir de domination de la beauté. C'est pas pareil. Mais moi, je crois que c'est le même. Je crois que c'est le même. On n'en fait jamais le tour. Voilà. L'un serait le noyau de l'autre. Voilà. Comme il y a un noyau dans l'olive. Voilà. Mais c'est le même. Et il ne cessera jamais de... Oui, mais il y a des livres que vous préférez à d'autres. Il y a les livres que chacun préfère à d'autres. Il est assez grand pour que... Le pays de Giono est assez grand pour que tout le monde l'habite. Ça, c'est très marquant. Et il trouve place. Dans tous les témoignages, les entrées se démultiplient. Oui. On interroge n'importe qui. Il est entré toujours par la porte d'à côté. Personne n'a le même. Alors, je voulais aborder... ce dont vous parlez aussi, Emmanuel, à propos du désir. Vous dites que l'expression du désir chez Giono, en fait, il faut le voir d'une façon très large. Et je voudrais revenir à ce désir d'être vivant, qui est très très fort chez lui. Je vous cite: la chair vivante, toujours sous la menace du pourrissement à venir, l'enflamme comme un possédé, même lorsqu'elle est vieille, démunie et bientôt allée, comme c'est le cas dans Mort d'un personnage. Tant qu'on est vivant, on est vivant. Ça, c'est très très marquant aussi dans les livres de Giono, et c'est une façon de voir le désir un peu autrement. Oui, c'est-à-dire que c'est une façon de voir la vie et la mort, ou plutôt la vie, donc la mort, oui. C'est plutôt ça, en face.
Et ce que je trouve extraordinairement consolant, mais pas au sens du robinet d'eau tiède, pas au sens des feel-good books que j'ai absolument en horreur, qui vous prennent par la main en vous disant que tout ira très bien et qu'il ne faut pas te faire de soucis. Non, ce que je trouve consolant au sens puissant du terme chez Giono, c'est que Giono affirme à chaque ligne combien la mort fait partie de la vie et à quel point elle est fondamentale pour tout ce en quoi la vie palpite, que ce soit les hommes, que ce soit les plantes, que ce soit le vent, que ce soit les animaux, que ce soit les pierres. Même ce qu'on pourrait croire inanimé chez Giono est doté d'âme au sens ancien, c'est-à-dire de souffle. Tout est doté de souffle et on est vivant jusqu'au dernier souffle et il le regarde absolument en face. Et ça me paraît très important de comprendre ça pour pas avoir une lecture un peu... comment dire, un peu bête, enfin, ou un peu cucu, comme on pourrait dire, je ne sais pas, d'un gentil monsieur tout émerveillé par les merveilles de la nature. Non, non, il y a quelque chose de beaucoup plus perçant chez lui, mais du coup, de beaucoup plus intéressant et qui nous, je pense, nous arme beaucoup plus pour, à notre tour, être traversés par les choses et les voir arriver. Vous parlez, d'ailleurs, Marie-Hélène, vous pourriez peut-être rebondir là-dessus. Dans ce passage-là, ensuite, vous parlez des personnages qui reviennent chez lui, les boiteux, les contrefaits, les battus, les empêchés. Ça, j'imagine que ça vous interpelle, Marie-Hélène. Oui. C'est-à-dire que Gagou, par exemple, Gagou qui bave, et il a sa part du monde aussi, sa part du monde avec Eulalie. Eulalie et Gagou ont leur part du monde dans des accouplements qu'on préfère ne pas imaginer et qui sont très probablement luxueusement luxurieux. Il faut peut-être expliquer, c'est dans Colline. Oui. Et oui. Gagou, c'est le simple du village. Oui. Il est un peu contrefait, il bave, on l'appelle le boiteux. Et Eulalie, c'est la laide du village, une laide qu'on mariera jamais. Voilà. Et à la fin du livre, on découvre qu'en fait, ils vivent une passion absolument torride, effectivement. Oui, tout à fait, tout à fait. Et bien évidemment que je préfère aller chercher cette déclinaison-là du désir que celle qui unit les beaux et les lisses tels qu'on les voit, par exemple, dans le film Le Hussard sur le toit. Hein, Alors, ce qui est intéressant, c'est que dans Le Hussard, c'est pas consommé. Oui. C'est-à-dire qu'ils sont beaux et lisses, mais la passion sexuelle, on va la trouver chez Gagou et Eulalie. On va la trouver dans Edmonde, héroïne obèse extraordinaire, qui va chercher son amant à la foire, quand même. Voilà une femme qui trouve un amant dans la foire et qui se dit « Ah, celui-là, il est pour moi ». C'est plutôt les êtres hors du monde, en fait, mais que Giono réintroduit dans le monde. Mais dans Prélude de Pan, qui tourne à l'orgie phénoménale, on voit bien à la fin de cette nouvelle de Solitude de la Pitié, qui est dans Solitude de la Pitié, pardon, on voit bien que toutes les déclinaisons sont possibles et impossibles. C'est dit, c'est la danse, c'est le branle majeur. Voilà, hein, que tous ces accouplements. Hein, entre hommes et animaux, hein, dans Prélude de Pan. Enfin, femmes, hommes, animaux, et puis quelques mois plus tard, on enterrera ce qui en est et qui n'a pas de nom. Hein, et sur quoi on ne peut pas mettre de mots. Si, Giono peut mettre des mots parce qu'il met des mots sur tout. Sa langue fouille avec la même puissance et la même précision les corps des bêtes, les corps des gens, et ce que j'appelle paysage, à savoir les corps des pays. C'est la même langue qui fouille. Hein, et fouiller avec sa langue, on sait ce que ça veut dire. Donc, l'acte même de l'écriture, de toute façon, me semble, et c'est pas métaphorique du tout ce que je vais dire là, me semble sexué et sexuel. L'acte même de l'écriture. Voilà. Et, enfin, en ce qui concerne la question de l'accomplissement ou du non-accomplissement, c'est... Enfin, pardonnez-moi de le dire un peu vertement, mais on bande infiniment plus longtemps quand on n'accomplit pas. Ben oui. Donc, les livres de Giono le savent. Merci. Alors là, comment rebondir sur... C'est bien, hein? Je savais que ça allait être difficile. Alors, soit on rebondit, soit on aborde un dernier
axe dont je voulais quand même parler. À part si Emmanuel, vous voulez... Non, voilà, vous non plus. Hein. Parce que je sais que vous allez lire un passage de Pour saluer Melville, Marie-Hélène, juste après cette discussion. Je le disais en introduction, il y a aussi le grand désir de lire chez Giono. Vous en parlez dans des pages très belles, Emmanuel, le fait qu'il il a lu en autodidacte et que du coup il n'y avait pas d'intermédiaire entre lui et la beauté. Et là on retrouve ce dont on a parlé hier en parlant de la nature, une écriture du contact permanent. Vous parlez d'un art de l'intimité littéraire. Voilà, je vous laisse la parole pour quand même aborder ça, parce que il en a parlé d'auteur. Ça, moi, ça me paraît fondamental. C'est-à-dire, j'ai une tendresse toute particulière pour les écrivains autodidactes, qui ne sont pas passés donc pas très longtemps, en tout cas, par l'école et encore moins par l'université. Je pense qu'ils ont un rapport d'une liberté extraordinaire à la culture et à la langue, et que c'est l'affirmation très jeune d'une individualité en dehors de son statut social aussi. Hein. C'est ces gens qui font ce choix-là. Donc c'est une liberté extrême. Et puis c'est aussi en dehors du code social, parce que quand on vient du milieu d'où vient Giono et qu'on se met à lire Virgile et Homère, on n'a personne pour dire ce qu'il faut penser. Il n'y a personne qui vous dit « Ah bah oui, alors ça c'est important ». Non, il est complètement libre, c'est un pays vierge, quoi, et il s'en empare. Et je pense que c'est indispensable. Et j'ai une hypothèse, mais c'est une hypothèse, hein, parce que j'ai le sentiment que du coup, il a reproduit ce rapport-là avec ses lecteurs. C'est-à-dire que les lecteurs de Giono, vous disiez tout à l'heure, tout le monde entre par une porte différente. Je m'en suis rendu compte en discutant avec les gens à la faveur de l'exposition et du livre, et ils ont un rapport d'intimité avec Giono. Tous les écrivains ne créent pas ça. Il y a un rapport très très fort, presque comme s'il était membre de leur famille. Et je crois que ces livres imposent ce rapport dans leur liberté à eux, dans le fait que c'est un individu totalement hors cadre, qui surgit comme ça dans la littérature et qui n'est rattachable à aucune famille. Et c'est avec ses lecteurs que ça se crée. Ce serait une sorte de sniper. Tire dans les coins. Enfin, là, ça vient d'où on ne l'attend pas. Et il y a cette forme de sauvagerie dans le rapport au texte, qui vient en effet probablement de son itinéraire qui est buissonnier. Il y a l'empreinte du père quand même. Hein. Celui qui, me semble-t-il, hein, qui le met sur la voie et qui lui donne le viatique, c'est le père. C'est l'homme noir. C'est la lecture de l'Iliade, telle qu'elle est alors racontée, réinventée. Et justement, on est toujours à la délicate lisière, émouvante lisière entre les deux, racontée, réinventée dans Jean le Bleu. Justement, on ne pense pas sur les textes. D'abord, on sent, on en prend plein la gueule, hein, ça nous rentre dans la viande, et après on pense. Mais d'abord on sent. Voilà. Et ensuite, ce mouvement, cet aller-retour vital entre la sensation, l'émotion et la pensée, parce que si on en reste seulement à la sensation et l'émotion, on sait ce que ça donne, hein. Mais ce retour vital, cette pulsation et cette pulsion vitale entre la sensation, l'émotion et la pensée, il me semble qu'elle est fondatrice dans ce qui a été le jet d'écriture puissant de Giono toute sa vie. Et c'est très intéressant ce que vous dites, Marie-Hélène, parce que cette histoire de viande, c'est aussi sa définition du souvenir. C'est dans Colline. Donc dans Colline, il y a Janet, le vieux, qui déparle, qui perd la tête et qui se souvient de sa vie. Et il dit, alors là je cite de mémoire, c'est peut-être pas exactement, mais il dit quand je me souviens de ma vie, ça remonte par gros blocs de pierre et ça passe à travers ma viande. Et ça, alors là, c'est la Madeleine de Proust un peu revisitée. Hein. Mais cette histoire de viande est fondamentale parce que c'est là qu'il y a l'articulation avec le père. Parce que le père qui était cordonnier et donc lecteur autodidacte, lui, Giono dit qu'il a appris tout seul à lire et à écrire, qui adorait Victor Hugo, qui avait, dit Giono, pleuré à la mort de Victor Hugo. Le père avait la passion des corps malades.
C'est une passion comme une autre, c'était la sienne. Donc il passait sa vie à soigner les gens, alors qu'il n'était pas du tout médecin, il était cordonnier. Il avait son manuel des familles, le raspail, qui donnait des tas de conseils comme ça, médicinaux plus ou moins exacts. Et en fait, dans Jean le Bleu, on ne peut pas dissocier l'amour de la lecture de l'amour du soin. Et de l'amour des corps dont on parlait tout à l'heure. C'est pas les beaux corps, c'est pas le désir des gens en pleine gloire, c'est le désir des relégués, des gens. Et d'ailleurs, ça se sent aussi dans la manière dont il parle de la sauvagine, enfin de ces des petits animaux de rien, des petits crapauds, les serpents comme ça, les sangliers. Oui, les sangliers. Il y a un très beau cerf fort en sanglier. Mais voilà, c'est un bon sanglier. Et donc c'est indissociable dans ce souvenir-là, ce souvenir qui est ce qui passe dans la viande de Giono. Il est fait à la fois de l'articulation des mots et de la chair. Et ça, une fois qu'on a compris ça, je pense qu'on peut se promener, on a une sorte de cartographie de son œuvre assez nette. Et un peu d'étymologie ne nuit pas. Viande, c'est wiwenda, c'est ce qui sert à vivre, étymologiquement. Et je pense qu'on va finir là-dessus, parce que les 3/4 d'heure viennent de tourner, et on va suivre du coup une lecture par Marie-Hélène Lafont de plusieurs extraits de plusieurs livres de Giono. Mais avant cela, quand même, on vous applaudit, et merci beaucoup à toutes les deux.